Touchez pas nos enfants, 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 touchez pas nos enfants. Je passe le micro à Radia, je pense que la plupart ici la connaissent. La RTBF a fait le sale boulot pour elle. Ouais, mais celui-là, il gueule un peu plus fort que le tien. Hein? Ça devrait aller? Allô? Allô, allô? Bonjour. Bonjour tout le monde. Je suis une islamiste. Vous avez entendu la fatwa de la RTBF? Vous avez entendu notre Moula Manuel du groupe Résistance? Vous avez entendu l'association Yallah avec Madame Jamila Ben Habib? Moi, nous sommes islamistes, nous disent-ils. Alors c'était prévu que je fasse un discours. Et j'étais fatiguée, et puis en ayant réfléchi déjà au discours que j'avais fait la dernière fois, apparemment j'en ai traumatisé beaucoup. Donc je vais vous expliquer ce que je fais. Je m'appelle Radia Oulepsir, ça fait 23 ans que je vis en Belgique, je suis d'origine franco-algérienne. J'ai mon association qui s'appelle le Cercle de la Boétie, que j'ai ouvert et que j'ai fondé il y a en 2020, c'est-à-dire à peu près il y a 3 ans, pour m'occuper donc de la jeunesse, d'une école de devoirs, d'un lieu intergénérationnel autour des livres, de la bibliothèque, non loin de la rue Neuve. Avec la crise du Covid, nous n'avons pas pu garder nos lieux où nous avions à peu près 2000 mètres carrés, que je prenais sans subvention mais sur mes deniers propres. Et donc maintenant, comme j'avais annoncé à la manifestation précédente qu'on laissait une semaine au gouvernement, c'est-à-dire jusqu'au 25 septembre, pour nous enlever le décret, on va continuer, on va faire ce qu'on a dit. Donc on n'est pas là pour chipoter, moi l'islamiste, n'est-ce pas, intégriste, moudjahida, tout ce que vous voulez. On n'est pas là pour rigoler, donc on va vous parler vite fait du travail que j'ai fait en faisant de l'abeille à peu près pendant 8 ans, depuis 2015. Je manifeste ici, pendant plusieurs années, je me retrouve seule, contre les brasses, en ayant fait beaucoup de vidéos parce que je suis aussi entre guillemets youtubeuse. J'ai ma chaîne qui s'appelle Omri Omri avec 2 R, OM 2 RI, espace OM 2 RI. Les vendredis et les samedis de 22h à minuit, je fais la radio. On parle autour de l'islam mais pas que de l'islam, on parle à vous la parole sur les sujets sociétaux qui nous concernent tous. Et c'est un espace de dialogue sans censure. Et donc, m'étant intéressée très tôt à la question de l'Ebras, je vais vous faire un petit peu l'anamnèse de qui est derrière tout cela. Donc, on sait très bien qu'il y a eu un travail qui a été fait par des associations allemandes qui ont fait en sorte de faire du lobbying auprès de l'OMS pour faire de la standardisation concernant les droits sexuels, l'homogénéisation autour de la sexualité des Européens en 2010. Donc c'est resté en langue d'origine, c'est-à-dire en langue allemande, et ça a été traduit par une association suisse en français en 2013. De là, la Fédération Wallonie-Bruxelles a adopté la circulaire 45-50 qui se base sur les standards de la sexualité des Européens en Europe, standards de l'OMS Europe. Alors, dans cette circulaire 45-50, ayant été faite donc en 2013, il est stipulé par la Fédération Wallonie-Bruxelles que tous les niveaux d'enseignement sont concernés. Le réseau libre, subventionné, le réseau, tous les niveaux, c'est-à-dire de la maternelle, de fondamentale,
le secondaire, supérieur, tous les niveaux sont mis dans cette circulaire 45-50. Le protocole 2013 qui a été fait qui a été signé par M. Rachid Madran, que l'on salue pour être devenu le nouveau président du Parlement bruxellois, qui a été signé par Mme Fadela Lanan, et tant d'autres d'ailleurs, bon, le PS quoi, voilà, et écolo aussi. Mais bon, alors, que disait ce protocole à la base? Que disait-il? La question de fond est de savoir qui éduque, qui instruit. Les prérogatives de la neutralité de l'enseignement sont fixées d'abord dans des décrets concernant la neutralité de l'enseignement qu'ils doivent respecter au sein de l'école, et c'est-à-dire on parle de l'instruction et des droits aussi des parents. Doucement, doucement, ils ont fait différents décrets au niveau de l'enseignement et au niveau de la neutralité de l'enseignement pour voler une partie de l'éducation aux parents. Il faut comprendre le fond de l'EVRAS. Qui est derrière? Dans le protocole 2013, il est dit que les directions d'établissement sont toutes obligées de mettre en place ce protocole à la mesure de leurs moyens et des moyens qui allaient être dégagés par la suite. Qui était aux manettes à cette époque-là? C'était Madame Céline Frémaux. Elle a fait des enveloppes en 2014 de 300 000 € en augmentant l'offre d'EVRAS avec des acteurs extérieurs pour aider les établissements à mettre cela en place graduellement. L'enseignement maternel et primaire, pendant de 2013 à 2023, était impliqué dans cela. C'est-à-dire que les parents n'ont pas été concertés, mais ont donné des cours d'éducation sexuelle à vos enfants pendant ce temps-là. Or qui sont les premiers éducateurs? Et qui cherche à se substituer? Alors, l'EVRAS est devenu un enjeu pour beaucoup d'associations externes. Le CAL est derrière tout ça, avec les lobbies LGBT, tels la Rainbow House, les maisons arc-en-ciel, les lobbies ultra-féministes, tels que les centres de planning familial, je ne sais pas comment on dit en français, au niveau d'instruction, je ne sais plus, pardon. Donc l'instruction, les dictées, on a dit bye bye, on ne sait plus lire, et puis on débilise nos enfants par la sexualité. Et on nous prend le prétexte de dire attention, il faut les préserver de la pornographie et de tout le mal. Mais faites-nous un décret contre la pornographie si vous vous dites féministe. Attaquez-vous au cœur du problème, pas sur les symptômes. Alors, on revient au décret. Alors, on ne va pas être tous d'accord sur nos approches vis-à-vis de la sexualité. J'estime que c'est le rôle des parents d'être des préservateurs et des gardiens de leurs enfants tant qu'ils sont chez eux. Nos enfants n'appartiennent pas à l'État, appartiennent aux parents. Si on est capable de dire aux parents que vous êtes responsables de vos enfants jusqu'à leur majorité lorsqu'ils font des dégâts et que vous payez la note au niveau pénal, est-ce que la FEB va payer la note avec nous? Mais par contre, pour s'occuper des entreprises de nos enfants, là, ils sont... Alors, chacun doit connaître sa place. Au lieu de vous occuper des entreprises de nos enfants, occupez-vous de leur instruction pour lesquelles vous êtes en déficit et vous ne pouvez pas. Alors je reviens sur 2013. Il était
était donné dans la prérogative des directions d'établissement de mettre cela graduellement en place. Ils avaient donc fait appel à plusieurs associations externes. Vous avez les lobbies LGBT, le CAL, les plannings familiaux, les PMS, qui faisaient, ou qui font toujours, de la soi-disant prévention et de l'éducation sexuelle. Le terme IVRAS n'existe que depuis 2012, pas avant. On faisait des prérogatives de la prévention sous une autre forme. Avant, ça s'appelait les VAS, ça s'appelait EVRA, mais ça s'appelait pas EVRAS. Une audio du CAL en 2014 dit clairement qui était faite autour de l'éducation sexuelle. Mais on s'en fout du relationnel et de l'affectif. C'est le sexuel qui nous importe. Au nom de la non-discrimination, les lobbies LGBT se sont accaparés via des notes interfédérales qui ont été faites contre l'homophobie et la transphobie en 2013, en 2016, des rapports réguliers qui rentrent dans le cadre de la sensibilisation, le cadre de la sensibilisation dans le milieu scolaire et d'utiliser les BRAS comme un cheval de Troie pour faire un pied de nez aux familles qui ne voudraient pas aborder ces questions avec eux au sein de leur foyer et qui n'estiment tout simplement pas qu'on n'a pas besoin d'aborder ces questions-là quand on est primaire ou en maternelle, en primaire. Il faut leur laisser le temps de grandir. Alors on nous fait un pied de nez sous couvert de non-discrimination des lobbies LGBT. Je fais toujours la distinction entre les homosexuels et les lobbies LGBT, parce que les homosexuels, pour peu que j'en connaisse, déjà j'en connais, ne se reconnaissent pas directement dans les revendications qu'ils font. Ils trouvent qu'ils abusent. Et nous aussi. Bravo! Donc votre liberté, sous couvert de non-discrimination, aurait donc le droit d'empiéter sur notre droit primordial, sur nos enfants pour des enfants que vous ne faites pas. Nous sommes parce que nous sommes face à des militants, il faut bien le comprendre. Les BRAS a été pris d'assaut par des militants. Le CAL, les lobbies LGBT, les centres de planning familiaux. On peut être féministe tout en étant pro-vie ou c'est interdit? Parce que c'est ça la question. Moi je ne suis pas anti-IVG, je suis pro-vie. Qui est pro-mort? C'est ça la question. Alors on n'aura pas du tout la même approche. Mais ça ne veut pas dire pour autant que nous ne serions pas féministes. Mais le CAL s'est chargé de faire la labellisation. Pourquoi? Parce que ça lui dérangeait d'avoir des associations qui ont une spiritualité, notamment chrétienne, qui promeuvent des relations au secondaire dans un cadre bien précis en leur disant de patienter, de faire les choses, que la vie est sacrée. Ça c'est difficile. Maintenant le crime de lèse-majesté c'est d'être pro-vie. C'est ça le crime pour le CAL. J'ai les rapports, hein. Donc, comment évincer les parents qui ont une spiritualité, une verticalité, qui croient en Dieu, qui croient en la vie, qui croient dans l'humanité, qui croient dans la préservation de la jeunesse, pour pouvoir leur dire « Attendez, rien n'est pressé ». À l'heure justement où nous sommes assaillis par la télé et par la pornographie, faites-nous un décret avec la superbe équipe que M. Alexander De Croo vient de mettre en place pour Internet. Faites-nous de la veille contre la cybercriminalité, car la pornographie est criminelle. La session de pédophiles dans nos gouvernements. Alors moi j'ai une question à poser aux hommes aujourd'hui là. Vous êtes prêts? Ouais, ils ont peur. Hein? C'est gentil. Alors on regarde du porno mais on n'accepte pas que sa fille ait couché avec d'autres. Ah. Soyez cohérents, ne regardez pas les femmes des autres si vous voulez pas qu'on mette sur la place publique vos filles. Exactement. Je suis islamiste, alors faut bien que je rentre dans le moule. Hein. J'ai reçu la fatwa de la RTBF.
et du Mola Manuel. Alors vous savez que le terme islamisme, parce que moi je m'intéresse beaucoup à la philosophie, à l'histoire, au cercle de la Boétie, le terme islamisme au 19e siècle et en début du 20e siècle avait une connotation très positive, par exemple pour Ernest Renan ou Hans Kung. Ensuite, avec ce qu'on a reçu, avec les dégâts qu'il y a eu dans les années 90, 90, ce qui s'est passé en Algérie notamment, en Afghanistan et partout, cette connotation, elle est complètement galvaudée. Mais c'est clair que c'est légitime pour beaucoup d'avoir peur. Je le comprends, je le conçois. Mais comme les terminologies changent au fur et à mesure des époques, il faut dire qu'aujourd'hui, l'islamisme, être islamiste, qu'est-ce que c'est depuis 15 ans? Je vais vous donner son anacronyme. Islamiste, c'est être dans l'insoumission sévère, ayant laissé aux autorités le monopole et aux incompétents spécialistes de la trahison électorale. C'est ça être islamiste. D'être un insoumis sévère face à la trahison électorale de nos politiciens. Alors vous êtes tous islamistes? On est tous islamiques et activistes. Pas moi. L'Europère 2023 aujourd'hui. Ça va être ça la nouvelle définition. Alors maintenant, je voudrais vous lire un texte. Un texte. Mais avant de vous lire le texte, je vais revenir sur le décret en tant que tel. Donc je vous ai expliqué que le décret 2013 laissait une latence et une liberté aux directions d'établissements, aux différentes écoles. Avec 2023 et la bataille que mènent les lobbies LGBT pour la labellisation, pour rentrer parmi les acteurs principaux gouvernementaux, on a labellisé les lobbies LGBT, la conception du CAL, la conception ultra-féministe, ensemble, dans les brasses. Ce sont des lobbies qui se sont accaparés la question de la labellisation pour virer toutes les autres conceptions et veulent faire de l'éducation à notre place, en complémentaire. Mais en complémentaire, est-ce qu'ils nous ont demandé la permission? Est-ce qu'on a eu le droit au chapitre? Je vous rajoute ce qu'il y a dans le décret 2023. Dans le décret 2023, il est obligatoire maintenant, même pour les directions d'école, de ne plus s'occuper réellement de la question de l'EVRAS en termes de labellisation, parce que c'est le gouvernement qui se substitue à l'école et qui veut rentrer aussi l'EVRAS dans le projet d'établissement. Le terme EVRAS, ce que vous avez signé comme contrat avec l'école dans le projet d'établissement en posant vos enfants à l'école, veut se substituer en le gravant dans le marbre dans le projet d'établissement. Et ils envoient ceux qu'ils labellisent au nom du gouvernement, c'est-à-dire que même la direction d'école n'a plus rien à dire. Cependant, voilà ce qu'on nous fait. Maintenant, le vrai bras de fer et la vraie bataille et la vraie guerre, c'est de savoir qui a l'autorité parentale ici. Qui a l'autorité parentale? Qui est souverain? Ah, j'entends rien. Alors on fait ce qu'on a dit la semaine dernière, enfin au 17, la manifestation du 17, j'avais dit au gouvernement que j'allais les judiciariser. C'est en cours. Donc, le cercle de la Boétie, moi-même quoi, nous avons pris un cabinet d'avocats et donc on aura besoin d'aide financière, c'est normal pour payer les frais, pour faire l'annulation du décret parce que je ne suis pas... L'annulation du décret, faut même pas discuter. Le guide des bras, c'est poubelle. Il n'y a que des fous qui peuvent comprendre des fous.
sexuelle en concertation avec les parents et pas avant l'âge de 15 ans. Alors je voudrais vous lire, comme le titre de mon association qui fait référence à Étienne de la Boétie, qui était un ami de Montaigne au XVIe siècle et qui a écrit le discours de la servitude volontaire. Je voudrais vous lire et j'espère que vous allez tous en prendre de la graine. Oui, le tyran seul, il n'est pas besoin de le combattre, ni de l'abattre. Il est défait de lui-même, pourvu que le pays ne consente point à sa servitude. Il ne s'agit pas de lui ôter quelque chose, mais de ne rien lui donner. Pas besoin que le pays se mette en peine de faire rien pour soi, pourvu qu'il ne fasse rien contre soi. Ce sont donc les peuples eux-mêmes qui se laissent, ou plutôt qui se font malmener, puisqu'ils en seraient quittes en cessant de servir. C'est le peuple qui s'asservit, qui se coupe la gorge, qui pouvant choisir d'être soumis ou d'être libre, repousse la liberté et prend le joug, qui consent à son mal, ou plutôt qui le recherche. S'il lui coûtait quelque chose pour recouvrer sa liberté, je ne l'empresserai pas, même si ce qu'il doit avoir le plus à cœur est de rentrer dans ses droits naturels, et pour ainsi dire, de bête, redevenir homme. Mais je n'attends même pas de lui une si grande hardiesse. J'admets qu'il aime mieux, je ne sais quelle assurance, de vivre misérablement qu'un espoir douteux de vivre comme il l'entend. Mais quoi, si pour avoir la liberté il suffit de la désirer, s'il n'est besoin que d'un simple vouloir, se trouvera-t-il une nation au monde qui croit la payer trop cher en l'acquérant par un simple souhait et qui regretterait sa volonté de recouvrer un bien qu'on devrait racheter au prix du sang et dont la perte rend à tout homme d'honneur la vie amère et la mort bienfaisante. Pour acquérir le bien qu'il souhaite, l'homme hardi ne redoute aucun danger. L'homme avisé n'est rebuté par aucune peine. Seuls les lâches et les engourdis ne savent ni endurer le mal, ni recouvrer le bien qu'ils se bornent à convoiter. L'énergie d'y prétendre leur est ravie par leur propre lâcheté. Il ne reste que le désir naturel de le posséder. Ce désir, cette volonté commune aux possessions, aux sages et aux imprudents, aux courageux et aux couards, leur fait souhaiter toutes les choses dont la possession les rendrait heureux et contents. Il en est une seule que les hommes, je ne sais pourquoi, n'ont pas la force de désirer. C'est la liberté, bien si grand et si doux. Dès qu'elle est perdue, tous les maux s'en suivent, et sans elle, tous les autres biens, corrompus par la servitude, perdent entièrement leur goût et leur saveur. Lydie, tu as introduit la personne suivante. Espérons que vous sortiez une journaliste intègre. Parce que ça doit être un oxymore ou un pléonasme. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est difficile, hein? Difficile. Oui, parce que vous travaillez pour vos patrons et ils ont une ligne directrice. Et puis si on a envie de diaboliser quelqu'un, si on a envie de manger, on dit n'importe quoi. Enfin, mais là, ce ne sera pas publié. Hein. Ouais, mais c'est pas grave, c'est toujours bon à savoir. Pour l'IEX. Vos professeurs s'intéressent à moi, c'est ça? Non, en fait, il fallait faire une interview sur un sujet d'actualité chaud. D'accord. Et donc, je choisis les Vras et puis j'ai vu JT. Ouais. Et j'ai pensé à islamiste. Voilà. Islamiste, c'est insoumission sévère face aux autorités qui ont le monopole en ayant mis des incompétents spécialistes de la trahison électorale. C'est ça que ça veut dire islamiste aujourd'hui en 2023. Mais ah ouais, islamiste au 19e siècle, ça voulait dire autre chose. Dans les années 90, ça voulait dire encore autre chose. Et aujourd'hui, nous, on redéfinit le terme. Une bonne dizaine d'années, ce terme est galvaudé. vous n'étiez pas convaincu de l'interview que vous avez eue avec la RTBF?
Ah, ben, bien sûr que non. Non. Bien sûr que non. Mais on a Vous fait savez pas nous-mêmes. ce qui a été diffusé? Bah, bien sûr, on est en train de nous diaboliser, mais nous, on a fait aussi notre vidéo. Mais vous l'avez publié, j'ai vu sur YouTube. Ouais, bah voilà. Ok. Et vous voyez bien, si vous m'avez vu aux médias de la RTBF, ce qu'on est en train En de vrai, c'était dire. très court. ce que vous- enfin, Voilà, ouais, ce c'était- passage. Voilà, ouais, mais on a fait tout un récit autour. Ouais. Ouais. Et alors c'est à des millénaires, si vous regardez sur ma chaîne, de la manifestation du 17 septembre. Si vous la regardez, elle fait 1h20. On a tout filmé. Elle est à des millénaires, hein, parce que il y a de tout, hein, il n'y a pas que des musulmans. Hein. Alors nous serions des intégristes. S'ils savaient, ils sont tombés sur vraiment la meilleure personne pour les discréditer comme jamais. Il est cassé. Ah bon? J'ai loué un mauvais appareil. D'accord, Mais on va faire avec mon téléphone, c'est pas grave. De d'accord, toute façon, c'est juste pour un exercice. d'accord. Voilà, je sors mon téléphone, une question. Ah, on peut les voir? Une question. Non, je vais pas vous les dire. Ah ouais, Vous voulez que je vous dise plutôt les thèmes ou alors? Non, 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 allez-y. En vrai, c'est allez. juste pourquoi vous êtes là, D'accord. les raisons. D'accord. D'accord. Puis je vais parler peut-être de votre interview avec la RTBF et les petits. Ça va? Alors. J'espère qu'il y aura pas trop de bruit, je m'attends que la police parte. Ça va aller? Alors nous sommes à la manifestation anti-Evras et concrètement pourquoi vous êtes là? Alors je suis ici parce que il est clair que l'autorité parentale est en train d'être mise à mal par les pouvoirs politiques actuels et notamment le gouvernement de la FOEB, la COCOF et la communauté française. Qu'il y a des lobbies qui actionnent et qui se sont accaparés la question de l'Evras à l'intérieur pour faire de l'éducation, faire sauter le ton aux familles, soi-disant en étant complémentaires, mais à l'antinomie même de la philosophie des familles. On essaye de les discréditer en écrivant, parce que ça fait 10 ans que je fais de la veille sur ces questions, en les discréditant comme étant des pressions sociales en tant que parents, et qu'au nom en fait de soi-disant d'une pseudo-neutralité qui n'est pas neutre, que ce soit le CAL, les lobbies LGBT, les lobbies ultra-féministes qui s'accaparent la question, on est en train d'arracher en fait l'enfant aux familles, en se substituant aux parents, en leur mettant des concepts que nous ne partageons pas en termes éducationnels à nos enfants, on en profite. Et à la base, l'école est un lieu d'instruction et non d'éducation. Et s'il doit se faire, il doit se faire en partenariat avec les parents et non en omission des parents. Quand on a fait le décret 2013, déjà, on n'a pas consulté les parents s'ils étaient déjà d'accord pour que ce soit les nouvelles missions des institutions telles que la FOEB et la COCOF et la communauté française. On n'a pas questionné, on n'a pas demandé l'autorisation aux parents s'ils étaient aptes à nous déléguer une partie de l'éducation de nos enfants. Donc, voilà. Donc juste répéter, donc l'Evras c'est l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle qui vise à accompagner les enfants et qui est pour qu'ils aient un accès à des informations fiables, complètes et adaptées à leur âge. Bon, fiable et adapté, ça m'étonnerait. Donc pour les 3 à 5 ans, ce qui est prévu, c'est qu'on va parler des parties du corps, de l'intimité et des émotions. De 5 à 8 ans, des différences et du consentement. De 9 à 11 ans, des différences entre l'amitié et l'amour, la pudeur et la puberté. De 12 à 14 ans, des stéréotypes de la contraception des relations amoureuses. Et enfin, de 15 à 18 ans, de l'identité et l'orientation sexuelle. Et vous ne pensez pas que c'est des sujets qui sont importants à aborder avec des enfants qui parfois n'osent pas parler avec leurs parents? Ce sont des sujets importants, mais qu'on doit laisser aux parents pour trouver, par exemple, des endroits tiers où les mettre. C'est le cas, ça a toujours existé. Je suis pour qu'on fasse de la prévention, mais pas à la sauce du CAL, ni des lobbies LGBT, ni des centres de planning familiaux. Donc ça veut dire quoi? Qu'on est en train de nous faire sauter le ton et qu'on est carrément en train d'enlever l'autorité parentale. Et on essaye d'inventer des droits, et notamment des droits sexuels à des enfants, d'accord, pour se permettre justement d'accéder, on essaye de faire soi-disant de l'autodétermination de l'enfant, quoi. Alors qu'un enfant n'a pas d'esprit critique. Il est connu qu'un enfant ne fait que mimer. Il suffit qu'il regarde par exemple un film de bagarre ou de western à la télé, il va mimer ça dans la cour. Maintenant, il y a eu des débordements entre 2013 et 2023, avant le nouveau décret qui est devenu maintenant obligatoire pour tout le monde. Il y a eu énormément de débordements
Et on nous a toujours imposé cela. On nous a dit c'est obligatoire, c'est comme ça. Il y a des parents qui ont beaucoup de choses à dire par rapport à ce qui leur est arrivé à leurs enfants. On fait les autistes et on nous dit que ça fait partie des missions de l'enseignement. Je suis désolée. L'enseignement, l'école n'a pas à se substituer aux parents. Ça doit être déjà premièrement dans la concertation. Nous avons tous en tant que parents des approches différentes. Il faut pouvoir les respecter. L'éducation et les premiers éducateurs sont les parents. Il ne s'agit pas de faire un partage quand on nous met comme ça des bâtons dans les roues et qu'on marche sur nos plates-bandes. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors faire de la prévention sous format de cours est une chose. Sous format d'animation, on a vu beaucoup d'associations externes faire des débordements dans les écoles, avec des choses très inadaptées pour les enfants, des enfants qui ont été vraiment retournés de ce qu'ils avaient vu, ou de ce qu'on leur avait imposé de faire. Et ça, comme ce n'était pas quelque chose d'homogène à travers toutes les écoles, puisque c'était laissé au libre choix des écoles, mais qu'il fallait mettre cela en place à partir de 2013, nous avions Céline Frémaux qui avait augmenté les budgets jusqu'à 600 000 €. Vous avez des associations LGBT pour lesquelles nous ne partageons pas du tout l'approche qu'elles ont. Et on va nous prétexter un prétexte bidon de dire que ce serait de la discrimination. Ce qui est discriminant aujourd'hui ici, ce n'est pas que la question homosexuelle. Ce qui est discriminant, c'est d'avoir d'abord discriminé les premiers éducateurs, c'est-à-dire de ne pas leur avoir demandé l'autorisation. Oui. Aussi dans l'interview que vous avez accordée à la RTBF, vous parlez d'ouvrir la porte aux pédophiles. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer cette phrase? Oui. Alors ça veut dire que sous couvert de prévention, on va conscientiser les enfants de plus en plus jeunes à la sexualité pour laquelle ils n'ont encore aucune maturité. Je trouve que c'est un viol psychique, mental de l'enfance. On ne le laisse pas grandir sans ces questionnements qui peuvent nous tarauder, par exemple, à l'adolescence. Donc je ne suis pas contre l'éducation sexuelle à partir de 15 ans. Je suis pour qu'on laisse le temps aux enfants de vivre leur enfance en toute insouciance et faire de la prévention, mais de la prévention en concertation avec les familles et non avec les lobbies qui veulent s'accaparer la question de l'EBRAS et qui se l'accaparent déjà et qui ont fait en sorte de faire passer de la labellisation et faire partie de la liste du gouvernement pour imposer tout cela aux familles. Mais après, vous dites qu'il y a un substitut des parents. Vous ne pensez pas que c'est important que les enfants puissent parler avec d'autres personnes Bien qui sûr, parlent que les parents? Bien sûr, mais ça c'est toujours fait. Le problème, où est-il? Ça doit se faire en partenariat avec les parents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des parents qui ne sont pas très à l'aise avec ces sujets. Et ça peut se comprendre. Au-delà de la religion, de ce qu'on essaye de nous dire. Oui, il y a toujours des personnes tierces, des cousins, des cousines, des associations où, par exemple, on fait aussi dans les mosquées, dans les églises et ailleurs, parce qu'on aime bien stigmatiser les religieux et les religions, surtout le CAL. Faites-leur un petit bonjour d'ailleurs de ma part, qui ont fait en sorte justement de labelliser pour mettre évincer tous les discours pro-natalistes que nous pourrions avoir. Bon, moi je ne suis pas anti-VG, je suis pro-vie. Donc il faut se demander qui est pro-mort ici. Donc on pourrait le dire aussi. Et on ne devrait pas rougir en fait. En fait maintenant, ce qu'on aimerait nous normaliser, ce qui était une exception des 68 arts, nous sommes féministes, mais ça dépend à quelle sauce. Donc dans le féminisme, il y a plusieurs branches. Je vais pas vous couper, je suis arrivée aux 7 minutes, mais un tout grand merci en tout cas. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Au revoir. Merci. Hein. Voilà, mais ça ne sera pas publié, mais c'est pour un exercice. Oui, on pourra continuer de discuter. C'était intéressant. Il y a beaucoup de choses à dire parce que c'est vraiment très transversal comme attaque. Et maintenant, on nous impose la question du transgender, des LGBT, au nom de leur non-discrimination. Mais qui est discriminé ici? Ce sont les couples hétérosexuels, pro-vie, et qui veulent donner tout simplement l'éducation à leurs enfants à leur manière. Et là, on est en train d'enfreindre leur plate-bande, tout simplement. Donc c'est déjà anticonstitutionnel en tant que tel, comme décret. Moi, je ne discute même pas le guide Evras, c'est un guide de malade mental. Je ne discute même pas le guide. Il fallait déjà discuter bien avant le 2013, le décret de 2013, avec les familles. Ce qui n'a pas été fait. Ils l'ont écrit juste dans une ligne à titre moral. Oui, les parents sont concertés. Mon œil, ils ont concerté personne. Allez poser la question aux parents, vous verrez comment ils sont comme ça. Mais c'est plus pour l'interview là, mais par exemple,
quand vous voyez les écoles qui sont brûlées, vous en pensez quoi? Ah ouais, moi je trouve que c'est très grave. Très grave. C'est le décret qu'il faut brûler. C'est pas les écoles. Donc ça, vous Ouais, je le cautionnez condamne fermement. Mais non, ça c'est de la bêtise. C'est idéologiquement déconstruire ce qui est fait et savoir qui est à l'origine de tout ça. Parce que maintenant, quand on pense du coup au mouvement anti-Evra, Bah oui, mais c'est eux qui essayent de faire l'amalgame. Vous avez bien vu. Mais si vous regardez bien mon interview de la RTBF sur ma chaîne et vous voyez ce qu'ils ont fait, vous voyez que c'est pas du tout le même narratif. Ça, il faut faire attention, les journalistes, c'est souvent ça, ils coupent et ils prennent ce qu'ils veulent. Hein. Mais C'est voilà. pour ça que je vous souhaite bonne chance. Merci. Restez surtout intègre. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, l'intégriste. Elle est bien l'intégriste. Cher Cal, cher lobby LGBT, chers tous, sachez qu'une maman ne se laissera jamais faire. C'est moi la première éducatrice. C'est moi la maman. L'éducatrice, c'est moi ici. On ne marche pas sur les plates-bandes de la maman. Rendez-vous au tribunal. Yes.